Nous allons maintenant parler de l'aménagement et de comment est-ce que nous pouvons nous projeter dans le futur et imaginer les rives de demain en compagnie de Jean-Marc Gaulier, qui est paysagiste urbaniste de l'agence Urbicus, et Christophe Jaillet, directeur commercial du spécialiste de travaux maritimes et fluviaux ETPO. Alors, nous allons parler du projet de parc Grand Paris Sud. Jean-Marc Gaulier, je vous laisse le micro et nous lançons les slides. Bonjour à tous, Jean-Marc Gaulier, donc paysagiste. Ce que je vais vous présenter maintenant sous forme d'un résumé, parce qu'il correspond à un travail en cours qu'on mène depuis un peu plus de 18 mois. C'est le résultat d'une commande de Grand Paris Sud. Et on peut mettre la diapo suivante. La commande, c'était finalement une étude de valorisation de la Seine et ses berges dans le territoire. Donc, comme vous le savez, grand territoire, Grand Paris Sud, c'est constitué il y a à peu près un peu plus de 4 ans maintenant. Et dans le fond, je pense que l'interrogation du territoire, c'était, voilà, qu'est-ce qui fait lien dans notre projet de territoire. Et finalement, la réponse qu'on a apportée, considérant que valoriser la Seine et ses berges ne pouvait pas tout à fait se limiter à la question du lit mineur, même si c'est important, à la question du rapport à l'eau tel qu'il a été évoqué, considérant la qualité des paysages, la diversité des paysages, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que là, on est un peu aux marches de l'Île-de-France et on trouve encore des espaces naturels, des espaces agricoles, mêlés effectivement avec des contextes très urbains. Considérant l'ensemble de ces choses, on a proposé de transformer cette étude, dans le fond, dans une démarche de création d'un parc naturel et urbain de la vallée de la Seine dans le territoire de Grand Paris Sud. Alors, naturel et urbain, voilà, s'inspirant de loin, parce que des parcs naturels, hein, je dirais s'inspirant de loin, parce qu'il n'y a pas le côté réglementaire. L'idée, c'est de considérer que ce grand territoire, avec toutes ses composantes, peut fabriquer un parc naturel et urbain qui révèle, fédère, structure le territoire autour du fleuve comme espace public et paysage partagé. Donc à un moment, on disait finalement la Seine dans ce territoire, au milieu, dans tous les sens du terme, de ce territoire, constitue le plus grand espace public de ce territoire. Donc la démarche qu'on a proposé de mettre en œuvre à partir de cette idée que je résume, c'est l'idée de fabriquer un plan guide qui coordonne les projets de vallée. L'idée, c'est de faire en sorte que le projet de la vallée ne soit pas la juxtaposition ou l'accumulation de toute une série de projets, mais que ces projets soient fédérés par un seul et même projet de territoire. Ça débouche ensuite sur un plan d'action de valorisation pour restaurer et aménager le territoire, parce que constatant les grandes qualités, on peut aussi constater les quelques dysfonctionnements ou besoins de restauration. Et puis, quelqu'un le disait tout à l'heure, pour que la Seine existe, il faut la connaître. Donc, on a proposé en troisième lieu de fabriquer un atlas de la connaissance du territoire de la Seine, un atlas qui effectivement lie les enjeux hydrauliques, économiques, mais aussi les enjeux géographiques et historiques. Diapo suivante. Donc, ce PNR, voilà, c'est trois choses. C'est un projet de territoire qui a révélé, relié, valorisé l'espace public, les paysages, les patrimoines culturels ou environnementaux, les équipements, les nombreux équipements. Et l'idée, c'est que ce parc naturel soit, dans le fond, un projet communautaire et identitaire. Ensuite, c'est un projet stratégique, parce que c'est l'idée que le paysage, dans le fond, est le marqueur d'une qualité de développement durable. C'est l'idée que le paysage de qualité arrive à bien équilibrer les enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Donc, l'idée de la restauration, de l'aménagement, de la lisibilité d'un territoire, c'est aussi l'idée que le développement économique n'est pas contradictoire avec tout ça.
Et puis, c'est un projet de résilience, puisque, je crois ça a été évoqué aussi, dans le fond, aussi bien les risques environnementaux, les risques naturels, les risques liés au changement climatique nécessitent sans doute aussi de se réinterroger très fortement sur, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait avec l'ensemble de ces espaces. Alors ensuite, ce parc naturel, diapo suivante, merci. Comment, depuis 18 mois, on le constitue? Le premier travail, c'est de le faire exister. Donc, il y a tout un travail de recensement, de révélation, de valorisation des atouts et des dysfonctionnements de la vallée. Donc, en fait, en allant jusqu'au plateau, depuis la berge jusqu'au plateau. L'autre idée, c'est évidemment mettre en place des dispositifs de correction, de restauration, d'effacement des limites, puisque ce territoire s'est constitué depuis peu de temps et finalement la Seine, elle est presque plus une limite qu'un centre partagé, une limite communale très forte finalement, et puis une limite parce qu'il y a des enjeux de franchissement, etc., etc. Et puis le troisième aspect du comment, c'est la première idée, dans le fond, c'est l'idée de mettre en réseau tout ce qui existe sur ce territoire et de le mettre en réseau à partir de la Seine, qui est au centre des milieux de ce territoire. Donc mettre en réseau les équipements, mettre en réseau les espaces naturels, mettre en réseau les pistes cyclables, mettre en réseau les acteurs économiques, etc., etc. Et ensuite développer un plan d'action, se dire que sur un mandat, 2 mandats, 3 mandats, on arrive dans le fond à faire exister progressivement, à partir des très grandes richesses de ce territoire, ce grand parc naturel et urbain. Diapo suivante. Donc l'armature, dans le fond, de cette mise en réseau, elle est d'abord les continuités hydrologiques, écologiques, paysagères, les continuités de regard, les points de vue, les cheminements. Et c'est tout ça qui, finalement, va fabriquer le parc naturel urbain, pour peu qu'on efface les coupures, qu'on raccorde les cheminements en impasse, qu'on désenclave, qu'on franchisse peut-être à certains endroits, qu'on équipe et à nouveau qu'on restaure les espaces dégradés. Donc c'est vraiment une vision globale par le paysage pour qu'on illustre par l'idée du parc, mais pour fabriquer dans le fond un territoire commun dont la première lecture est son paysage au sens large du terme, c'est-à-dire la perception du territoire par ses populations. Alors ça va donner lieu, c'est la diapo suivante, oui, je les ai mises dans le... Bon, l'ensemble de ces actions, dans le fond, elles sont résumées par ce petit schéma. C'est-à-dire que dans le fond, quand on fait le décompte de tout l'existant, il y a 130 km de pistes cyclables, presque 900 hectares d'espaces naturels, 3000 hectares de boisement, 50 points d'intérêt patrimoniaux, des plateformes d'hébergement, des lieux d'animation, 8 clubs nautiques, 4 haltes fluviales. Voilà. Alors, est-ce que le projet, c'est de juxtaposer tout ça ou d'en faire un élément, un projet de territoire où on fait du lien entre tous ces éléments-là? Et dans le fond, tout le travail, il est par le lien, par la façon, par petites touches, dans le fond, de restaurer, de rééquiper, d'organiser des continuités de toute nature, dans le fond, de prendre tout ça et d'en faire un grand projet de paysage. Diapo suivant. Le projet, il va se traduire en 3 volets. C'est-à-dire, il va se traduire d'abord par une charte, c'est-à-dire que s'inspirant des parcs, mais à nouveau sans le côté réglementaire, l'idée, c'est de mettre en place une charte du parc naturel urbain, une forme de document d'engagement partagé par l'ensemble des acteurs, d'un côté les élus, mais aussi tous les acteurs économiques, les acteurs de l'aménagement, de mettre en place une charte qui permet de coordonner la mise en œuvre de ce parc naturel. Ensuite, l'idée, c'est de mettre en place un plan d'action d'aménagement. Donc là, c'est l'idée plutôt déjà de fédérer tous les projets communaux en cours, une ZAC à Rissorangis, une ORT à Corbeil-Essonnes, etc., etc. C'est-à-dire que les projets, finalement, on va illustrer justement avec M. Jaillet. Tout à fait. Et dans le fond, voilà, juste une dernière image pour montrer un petit projet assez simple qu'on a fait un peu en dehors un
peu au nord de GPS sur le territoire de la commune de Choisy, mais on l'a fait avec le TPO qui va parler dans la foulée, et on l'a fait avec Port de Paris, dans le fond. Et je trouve que c'est une bonne illustration de la réconciliation, dans le fond, des enjeux économiques, urbains et sociaux, puisque ce quai était un quai fermé, en assez mauvais état, et dans le fond, on l'a restauré, réaménagé pour qu'il devienne à la fois le parvis d'une médiathèque. On devine tout au fond des tas de sable qu'on a compacté et réaménagé l'entreprise qui vend du sable à cet endroit-là. On a refait les quais avec le TPO qui s'effondrait. On a gardé de l'espace naturel. Et tout ça, si je puis dire, fait un paysage partagé, équilibré entre l'économie, la culture finalement et l'environnement. Voilà. Alors, Christophe Jaillet, justement, comment est-ce qu'on peut illustrer aussi en complément quelques points de ce grand projet? Alors, bonjour à toutes et à tous. Je remercie le président Chéron ainsi que Madame Pascale Bugat de m'avoir proposé d'intervenir à l'occasion de ce 19e colloque. Alors, le sujet du projet communautaire Grand Paris Sud vient de vous être présenté par Jean-Marc Gaulier, que je remercie et qui me permet de poursuivre autour de deux thématiques. Je vous propose quelques illustrations de projets originaux à caractère artistique et ou innovant qui m'ont semblé intéressants et qui pourraient vous inspirer. Petit clin d'œil en commençant par deux projets artistiques choisis parmi d'autres. Donc, en Loire-Atlantique, sculpture monumentale ou quand l'art s'invite dans l'eau. Voilà, deux exemples. Les diapos suivantes illustrent Amsterdam, une histoire d'eau, un projet inspiré de l'habitat sur l'eau, une autre manière d'habiter, d'occuper le foncier fluvial disponible, y compris lorsqu'il s'agit d'anciennes friches industrielles. La diapo suivante illustre le projet Loop, auquel nous avons participé et présenté en groupement en 2019, dans le cadre de l'appel à projet Réinventer le Havre. Sur la diapo suivante, un projet de port de plaisance avec création d'écoquartiers à Verneuil-sur-Seine, porté par GPSO Urbanera, qui est la filiale de Bouygues Immobilier. L'étude du port de plaisance est en cours. Paris, projet d'infrastructure portuaire urbaine en bord de Seine, un bâtiment partagé offrant restaurant et belvédère, bureaux et 2 étages logistiques dédiés aux livraisons multimodales des magasins et des particuliers, incluant bruitage et dernier kilomètre, 100% électrique. Sur la diapo suivante, Paris, encore, pont habité 12-13, sur la Seine, conçu dans la veine des ponts habités tels qu'ils ont été développés à Venise. Alors ensuite, je voulais aborder la thématique de la complexité et la faisabilité des projets fluviaux. Identifier un projet fluvial peut constituer une vraie difficulté pour un donneur d'ordre, un élu, un maître d'ouvrage. La mission d'étude confiée à Urbicus, dans le cadre de Grand Paris Sud, le démontre. Définir précisément ces projets souvent complexes, s'assurer de leur faisabilité, nécessite d'associer le volet compétences techniques à celui du physiquement, réglementairement, économiquement réalisable. Ces compétences techniques spécifiques sont pour partie disponibles dans l'entreprise telle que les nôtres. Il est donc de l'intérêt du porteur de projet d'échanger très en amont, avant la phase de conception, avec l'entreprise sous forme de discussion libre avant projet, conception en plateau. Je pense que ces échanges sont essentiels pour économiser du temps, intégrer l'ensemble des nombreuses problématiques liées au cadre spécifique de la rivière ou du fleuve en Île-de-France, qui sont à la fois lieux de vie à haute densité et axes de navigation fluviale de premier ordre. Enfin, réduire les aléas et dérisquer les projets. Alors, cette diapo illustre un exemple réussi de création du port céréalier, port Saint-Nicolas à Corbeil-Essonnes. Il s'agit donc de la création d'un port public céréalier en rive gauche et au titre des mesures conservatoires, d'une frayère à poissons en rive droite. Les objectifs atteints ont été premier port céréalier public en Île-de-France, multiplication par 6 du transit de céréales, réduction des nuisances pour les riverains du port Saint-Nicolas, moins 50 poids lourds par jour en centre-ville, réalisation d'un ouvrage industriel sans dénaturation de la berge, avec maintien de la biodiversité, frayère à poissons.
Les conditions de la réussite ont été un client industriel réactif et compétent, céréalier bien sûr, un acteur local très mobilisé, fournissant un foncier dans un délai record, et qui a su mobiliser l'administration afin de trouver des solutions efficaces pour ce projet, présenté comme urgent et stratégique. Une équipe de conception mobilisée très tôt, constituée du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre, AROPA, d'un architecte et d'entreprises spécialisées et réactives. Enfin, une bonne entente entre tous les acteurs réunis autour de ce projet. Un petit mot sur le projet de restauration du vieux pont de Mantes. La jolie, c'est la photo d'après. Alors malheureusement, il y a une difficulté technique majeure qui est survenue sur l'un des 5 lots lors de la préparation des travaux, qui a mis en difficulté la réalisation de toute l'opération. Et donc des échanges en amont de la conception sur ce lot très complexe, techniquement, auraient permis d'identifier cet aléa et de dérisquer ce projet. Sur le slide suivant, je voulais dire un petit mot sur la scène en partage. On a un petit problème sur les slides. C'est pas grave, c'est pas grave. Nous sommes donc adhérents de l'association et nous participons depuis 8 ans à les manifestations citoyennes Berge-Seine. Nous pensons que Seine en partage, qui réunit de nombreux élus de communes riveraines de la Seine et de ses affluents, qui est riche également de compétences et d'expériences multiples, constitue le lieu privilégié et parfaitement adapté à ces espaces d'échange en amont des projets. Notre entreprise appelle de ses vœux le développement de ces échanges au sein de l'association. Sur le plan de relance, enfin, il nous semble que le plan de relance gouvernemental annoncé peut constituer une formidable opportunité en direction des élus pour leur permettre de financer notamment des projets en lien avec la rivière ou le fleuve. Et nous espérons bien sûr que de nombreux projets imaginés et étudiés pourront être lancés et réalisés durant cette période, permettant de soutenir l'économie et l'activité de nos entreprises. Merci pour votre attention. Merci le beaucoup, TPO Christophe. reste à l'écoute. Le TPO est bien sûr à votre écoute pour échanger à tous les stades de vos réflexions dans l'élaboration de ces futurs projets. Merci beaucoup, Christophe Jaillet. Merci aussi, Jean-Marc Gollier. Merci à tous les deux pour cette présentation. Je ne doute pas que Pascal Dugard, qui nous écoute, aura bien compris le message et se montre touché par ces projets.